Salam alaikum. Deuxième vidéo de la playlist exercice en électricité. Alors, électrostatique, 2 sur 3. Il y a 3 vidéos en électrostatique. Donc on a vu la vidéo précédente, 1 sur 3, les champs, le potentiel et les forces électrostatiques créées par une distribution ponctuelle de charge. Alors là, on va voir une série d'exercices sur les distributions linéiques et surfaciques de charge. Donc potentiel, champ électrique. Alors, premier exercice de cette vidéo. Donc en fait, c'est le 5e exercice de la série exercice en électrostatique. On considère un fil rectiligne donc, sur une demi-droite AY portant une densité linéique de charge et un point M de l'espace défini par la distance OM égale petit a et l'angle OM égale MA comme sur la figure. Donc première question, exprimer les composantes élémentaires dx, dy qui résultent de la charge se trouvant dans l'élément élémentaire de longueur dy défini par sa position à l'aide de l'angle θ. Donc que fait l'axe OX et le segment MDY. Deuxième question, déduire les composantes EX et Y du champ E créé par le fil AY et son module. Troisième question, déduire l'expression du champ E au point M équidistant des extrémités du fil de longueur 2L. Voilà, donc un segment chargé. Quel est le champ sur l'axe? Donc, c'est-à-dire la médiatrice du segment chargé. Quatrième question, déduire le champ électrique créé par un fil rectiligne infini. Donc là, on va chercher le champ pour une demi-droite, le champ pour un segment, et à la fin déduire le champ créé par un fil chargé infini. Première question, champ DEM de composante dx, dy créé par dy. Alors, je rappelle que la densité de charge linéique désigne la charge électrique par unité de longueur. Donc, c'est la charge élémentaire divisée par la longueur élémentaire dq sur dl qu'on note lambda en coulomb par mètre. Donc ça signifie que la portion dy de la demi-droite porte une charge dq égale lambda fois dy. Donc c'est une densité uniforme. Alors là, on a donc envers la demi-droite chargée A grand Y, donc portée par le vecteur J vertical. L'élément de longueur dy est positionné au point P. L'abscisse de l'ordonnée de P, c'est Y. Donc OP égale petit y. Le point M sur l'axe d'abscisse petit a. L'angle θ que fait OM avec MP. Petit r est la distance entre P et M. Et alpha est l'angle que fait OM avec MA. Donc là, vous avez le vecteur DEM qui a deux composantes suivant I et J. Alors, on écrit DE égale DEX plus DEY égale DEXI plus DEYJ. Alors, d'après la loi de Coulomb, le vecteur DE, c'est K égale 1 sur 4 pi epsilon 0, qui est approximativement 9,19 unités internationales, fois dq sur pm carré fois le vecteur unitaire
UPM qui va de la charge vers le point où on calcule le champ. Donc DE égale K, je remplace DQ par sa valeur, lambda DY sur R2, puisque PM égale R. Le vecteur UPM, donc qui fait un angle θ avec l'axe I, donc c'est cos θ I moins sinus θ J. D'où DEX égale K lambda DY sur R2 cos θ, DY égale moins K lambda DY sur R2 sinus θ. D'autre part, cosinus θ, donc si on regarde la figure, c'est A divisé par petit r. D'où 1 sur R2, donc si on élève au carré, 1 sur R2 égale cos carré θ sur A2. On a aussi tangente θ égale petit y sur A. Donc tangente θ, c'est OP sur OM. On différencie. dy égale A dθ sur cos carré, puisque les dérivés de tangente, c'est 1 sur cos carré. On trouve enfin, donc dx égale k lambda sur A, cos θ dθ. dy égale moins k lambda sur A, sinus θ dθ. Donc voilà la réponse à la question. Deuxième question, quel est le champ E créé par la demi-droite chargée? Donc c'est une question d'intégration. Donc on va faire varier le vecteur, l'angle θ de alpha jusqu'à pi sur 2. En effet, quand dy décrit la demi-droite à y varie de OA à plus l'infini. Donc l'ordonnée du point P varie de OA à plus l'infini. Et θ varie de alpha, correspondant à grand A, à pi sur 2. Pi sur 2, c'est la limite quand y tend vers plus l'infini. D'où EX égale somme de alpha à pi sur 2 dux, EY égale somme de alpha à pi sur 2 duy. EX égale k lambda sur A intégrale de alpha à pi sur 2 cos θ dθ. EY égale moins k lambda sur A somme de alpha à pi sur 2 sinus θ dθ. X égale k lambda sur A, donc on intègre. Primitive de cos, c'est sinus, donc 1 moins sinus alpha. EY égale moins k lambda sur A, primitive de sinus, c'est moins cosinus. Donc cosinus alpha, moins cos pi sur 2, c'est-à-dire cos alpha. Donc en supposant lambda positif, ça ne nuit pas à la généralité, puisqu'on va prendre le module. EM égale racine de x2 plus EY2 égale k lambda sur A, racine de 2 fois 1 moins sinus alpha. Parce que cos carré plus sinus carré égale 1. Donc si vous faites le calcul, vous allez trouver 2 1 moins sinus alpha égale x2 plus EY2. Alors quelle est la direction de EM? Donc il suffit de calculer l'angle que fait le vecteur EM avec le vecteur I. Donc calculer tangente bêta égale EY sur EX. Donc égale moins cos alpha sur 1 moins sinus alpha. Donc si on connaît alpha, la position du point A, on déduit bêta. Troisième question, quel est le champ EM créé par un segment chargé? Donc là, on passe à un segment chargé. Quel est le champ sur la médiatrice? Voilà, donc on a le même schéma. Donc le segment, il y a deux points
le point A à la position grand L et le point A' à la position moins grand L. Donc c'est A' moins grand L. Et l'angle phi désigne donc l'angle que fait OM avec MA. Donc moins phi, c'est l'angle que fait OM avec MA'. Alors on va utiliser le résultat de la question précédente. Donc d'après 2, on avait trouvé dx égale k lambda sur a cos θ dθ. dy égale moins k lambda sur a sinus θ dθ. Donc θ correspond à l'angle de la position de dy. Donc là, vous avez θ entre moins phi et phi. C'est-à-dire y entre moins grand L et grand L. Donc il suffit d'intégrer dx et dy entre moins phi et plus phi. Donc x égale k lambda sur a, cosinus θ, dθ entre moins phi et phi. Idem pour y. Donc on trouve ex égale 2k lambda sur a sinus θ, sinus phi. Et ey nul, puisque sinus θ est une fonction impaire, donc ey égale 0. Finalement, ex égale 2k lambda sur a, le sinus de phi, c'est OA divisé par AM. Donc c'est petit a sur la figure, sur racine de L2 plus A2. Pardon, donc 2k lambda sur 1, sinus de phi, donc c'est OA qui est égal à L sur racine de L2 plus A2. Finalement, le vecteur champ électrique, c'est 2k lambda sur A, L sur racine de L2 plus A2, fois le vecteur I. Donc il est parallèle à l'axe OX. Donc il n'y a pas de composante suivant Y, grâce à la tri. Alors, quatrième question, quel est le champ EM créé par un fil infini chargé? Donc là, c'est une extension du segment vers la droite. Donc il suffit de prolonger phi, correspondant au segment de la question 3. Donc prolonger phi jusqu'à P sur 2. Donc d'après 3, EM, on peut dire que le champ électrique créé par un fil infini, c'est la limite du champ créé par un segment lorsqu'on fait tendre phi vers plus pi sur 2. Donc limite de 2k lambda sur a sinus phi fois le vecteur i. Donc EM égale 2k lambda sur a, puisque sinus phi tend vers plus 1. Donc voilà, si on remplace k par 1 sur 4 pi epsilon 0, donc on a le champ d'un fil infini, lambda sur 2 pi epsilon 0 fois petit a fois le vecteur i. Donc là, une représentation du module du champ. Donc c'est une fonction en 1 sur a. Donc ça tend vers 0 comme 1 sur a. Ça tend vers l'infini au voisinage du fil. Exercice 6. On considère maintenant une distribution surfacique, donc un disque circulaire de rayon grand R, de centre haut portant une densité de charge surfacique. Déterminer le potentiel Vm sur l'axe du disque à une distance petit x en fonction de la densité de charge, du rayon du disque et de la distance du point au disque. Tracer le graphe. Deuxième question, déduire l'intensité à partir de la question précédente.
tracer le graphe EX. Que devient le champ lorsque le rayon R tend vers l'infini? Donc faire tendre R vers l'infini, ça veut dire le disque tend vers un plan infini. Quatrièmement, retrouver par un calcul direct le champ créé par le disque à partir du champ élémentaire créé par la charge élémentaire. Alors, potentiel électrique sur l'axe d'un disque chargé. Donc, je rappelle que la densité de charge surfacique, par définition, c'est la charge électrique sur l'aire de la surface. Donc, dQ sur ds. Donc, c'est en coulomb par mètre carré. Alors, comment on va procéder? Donc, on va repérer l'élément de surface chargé ds par ses coordonnées polaires dans le plan OYZ du disque. Donc, P est le point où se trouve ds. Voilà, donc le point P où se trouve ds à la distance petit r fait partie d'une couronne de rayon R. Donc OP égale RER, le vecteur radial unitaire, R cos θ J plus R sinus θ K. Petit r variant entre 0 et grand R, le rayon des disques, et θ variant entre 0 et 2π. Donc une fois repéré le ds, on calcule le potentiel élémentaire créé par ds, dV. On intègre dV sur R et θ. Donc on fait une intégrale double en intégrant sur R de 0 à grand R et sur θ de 0 à 2π. Comme ça, on balaye tout le disque en suivant les anneaux. Donc ds décrit un anneau de rayon petit r et d'épaisseur dr. Dans ce cas, ds égale r dθ, qui est la longueur de l'arc élémentaire, fois dr, qui est l'épaisseur de ds. Et on déduit finalement le potentiel total V créé par le disque. Donc ça, c'était l'algorithme ou la procédure à suivre. Alors voilà donc une vue de profil du disque chargé. Donc vue de profil. Donc là, on est dans le plan IK, suivant le vecteur radial ER. Donc θ est quelconque. Donc on a toujours, quel que soit θ, on a cette figure. Donc on repère ds par le point P dans le plan IER. Phi est l'angle que fait DSM avec OM. Alors quel est le potentiel élémentaire? C'est K fois la charge sur la distance PM. Donc la distance, c'est racine de x2 plus petit r2. La charge élémentaire, donc, c'est sigma fois ds, c'est-à-dire sigma fois r dr dθ. D'où dvm égale sigma k r dr dθ sur racine de x2 plus r2. On intègre donc sigma k des constantes, je les mets à l'extérieur, c'est l'intégrale double de r dr dθ sur racine de x2 plus r2. Donc comme ce sont deux variables indépendantes, je peux passer de l'intégrale double à un produit d'intégrale simple. Donc je peux écrire Vm égale sigma k, intégrale de 0 à 2π dθ, fois intégrale de 0 à grand R, rdr sur racine de x2 plus r2, parce que r et θ sont deux variables d'intégration indépendantes. D'autre part, somme de 0 à 2π de dθ, c'est 2π. Une primitive de r sur racine de x2 plus r2, c'est racine de x2 plus r2. Donc si vous dérivez racine de x2 plus r2, vous trouvez r sur racine de x2 plus r2. Et finalement, on trouve Vm égale 2πk sigma racine de x2 plus r2 moins valeur absolue de x.
que la valeur absolue de x, en fait, c'est racine de x2, lorsque petit r égale 0. Donc racine de x2 égale valeur absolue de x. Donc ça, c'est l'expression générale, qu'on soit à droite ou à gauche du disque. Donc x positif ou négatif. Voilà, Vm, si je remplace k par 1 sur 4 pi epsilon 0, Vm égale sigma sur 2 epsilon 0, racine de x2 plus r2 moins module de x. Quel est le graphe de Vx? Alors, je reprends l'expression de Vx. Donc, pour x positif, absolu de x égale, valeur absolue de x égale x, la limite au voisinage de 0 de Vx, si la limite au voisinage de 0 à gauche et à droite, on trouve sigma r sur 2 epsilon 0. Donc ça signifie que le potentiel électrique reste continu lorsqu'on traverse une surface chargée. Donc en passant à travers une surface chargée, V est continu. Donc V est continu au niveau d'une surface chargée. D'autre part, Vx est pair, Vx est pair, limite de Vx à l'infini égale 0. Alors ça nous donne cette forme pour la courbe. Voilà, une décroissance vers 0, une continuité au niveau du disque, donc au point 0, bien sûr, il n'y a pas de dérivabilité, mais il y a une continuité. Le champ électrique sur l'axe du disque chargé. Alors, on ne va pas refaire ce calcul, il suffit d'utiliser la relation EM égale moins grade VM, ou encore la circulation du champ égale la différence de potentiel. Ça revient au même. E scalaire dl égale moins dv. Alors sur l'axe des x, EM, c'est par définition quel est le gradient? Je rappelle, c'est moins dv sur dx. I moins dv sur dyj, moins dv sur dzk. Donc dérivée partielle. Parce que v peut dépendre de x, y, z, les trois coordonnées cartésiennes. Mais là, on voit l'expression de v, il ne dépend que de x. Donc, EM égale moins d droit Vx sur dx. Sur l'axe, bien sûr, OX. Donc cette égalité est valable uniquement sur l'axe X. Alors on dérive, donc le potentiel, on multiplie par moins 1, ça nous donne EM égale moins sigma sur d epsilon 0, d sur dx. Et ça donne moins sigma sur 2 epsilon 0, x sur racine de x2 plus r2, moins 1. Pour x positif, et la même chose mais avec un plus 1 pour x négatif. Voilà donc le champ électrique. Alors pour x égale 0, on part. Donc au voisinage du centre du disque, au voisinage du centre du disque. Donc je rappelle là les deux expressions, x positif, x négatif. La limite du champ lorsqu'on est au voisinage de 0 plus, donc à droite du disque, c'est plus sigma sur 2 epsilon 0 i. La limite quand x tend vers 0 moins, donc on est à gauche du disque, c'est moins sigma sur 2 epsilon 0 i, l'opposé. Donc ça signifie que le champ électrique est discontinu en traversant une surface chargée. Alors cette discontinuité a une valeur égale à la densité surfacique divisée par la constante epsilon 0. Donc E0 plus moins E0 moins égale sigma sur epsilon 0 I.
Voilà la forme de l'allure de la courbe E en fonction de x. Donc il y a une discontinuité pour x égale 0, une décroissance vers 0 à l'infini. Voilà. Donc contrairement au potentiel, le champ électrique est discontinu. J'en rappelle que le potentiel n'est pas dérivable au point 0. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, lorsqu'on a écrit E égale moins grade V, donc on a calculé à droite et à gauche de 0, puisqu'on n'a pas le droit de dériver V au point x égale 0. Alors, pour un plan, le champ créé par un plan infini, on peut deviner, chargé, quand grand R tend vers plus l'infini, est uniforme sur l'axe égal plus ou moins sigma sur epsilon 0. Donc si vous faites tendre R vers l'infini, E à droite tend vers sigma sur epsilon 0, et à gauche vers moins sigma sur epsilon 0. Pardon, il y a un 2. D'accord? Il y a un 2. Donc le champ créé par un plan infini chargé, quand R tend vers plus l'infini, est uniforme sur l'axe, donc plus moins sigma sur 2 epsilon 0, et moins sigma sur 2 epsilon 0, à gauche. Donc là, en vert, dernière ligne, plus moins sigma sur 2 epsilon 0. Vous l'aurez compris, je suis sûr. Calcul direct du champ sur l'axe du disque chargé. Alors là, on va reprendre le schéma, comme dans le cas d'un segment chargé. Donc c'est le même principe. Au lieu de passer par le gradient, donc déduire E à partir de la relation E également grade V, on va faire le calcul infinitésimal et après intégrer. Donc dux, c'est K dQ sur distance au carré, c'est-à-dire sigma R dr dθ sur x2 plus R2 cosinus phi. DUR égale K sigma R dr dθ sur x2 plus R2 sinus phi. Alors, on peut éliminer déjà la composante verticale DUR. En effet, quel que soit θ, il y a toujours un point symétrique à P, qui est P', portant la même charge dQ, égale à sigma ds, qui est de l'autre côté de l'axe OX. DER au point P' est l'opposé de DER au point P. Donc ces deux composantes élémentaires s'éliminent ou s'annulent. Donc c'est normal, puisque le vecteur P' M a une composante verticale vers le haut. Le vecteur PM a une composante verticale vers le bas. Et ils ont le même module, donc leur somme vectorielle est nulle. Donc ERM est un vecteur nul. Finalement, le vecteur électrique total égale EX grand M. Donc il suffit d'intégrer DEX. Alors DEX c'est K sigma R dr dθ sur la distance au carré fois le cosinus phi. Donc cosinus phi c'est x sur racine de x2 plus R2. Donc DEX égale K sigma x R x2 plus R2 à la puissance moins 3,5 fois dr dθ. Donc on intègre sur R et θ de 0 à 2pi et de 0 à grand R en mettant les constantes à l'extérieur. Donc l'intégrale de 0 à 2pi, c'est bien sûr c'est 2pi.
Lorsqu'on multiplie par k, ça nous donne 1 sur 2 epsilon 0. Une primitive de r x2 plus r2 à la puissance moins 3,5, c'est 1 sur racine de x2 plus r2. Donc, si vous dérivez 1 sur racine de x2 plus r2, vous allez trouver r x2 plus r2 moins 3,5. Donc finalement, on retrouve l'expression qu'on a trouvée tout à l'heure pour le champ E. Moins sigma sur 2 epsilon 0, x sur racine de x2 plus r2, moins 1 pour x positif. Alors, dernier exercice de cette vidéo. Une charge linéaire, en fait, cet exercice 7 devrait être avant l'exercice 6. Puisque, en fait, c'est une couronne, une spire chargée linéairement. Bon, on peut faire ce calcul avant de passer au disque. Mais bon, c'est pas grave. Une charge linéaire lambda strictement positive est répartie uniformément sur une spire anneau de rayon grand R. Calculer le champ E sur l'axe de la spire à une distance x. En déduire ou bien calculer le potentiel au point M. Alors le champ sur l'axe d'une spire. Donc pareil, on repère un point de la spire par ses coordonnées polaires, OP, donc repéré par θ et grand R. Là, donc il n'y a pas de variation de grand R. Donc dQ, comme c'est une charge linéaire, c'est lambda grand R dθ. R dθ est la longueur de l'arc correspondant à la charge élémentaire d'aigu. Donc, vue de profil de la spire, donc c'est la même méthodologie. Ce qui change par rapport au disque, c'est que au lieu de petit r, on a grand R qui est une constante. Et on va intégrer uniquement sur θ au lieu d'intégrer sur petit r aussi. Alors donc dx égale k fois la charge qui est lambda grand R dθ sur la distance au carré. Donc Pm au carré, c'est OP au carré qui est R carré plus OM carré qui est X carré plus R carré. dr égale k lambda R dθ sur x2 plus r de sinus phi. EM égale EXM. Donc même principe de symétrie. dux égale k lambda R dθ sur x2 plus r2. Cosinus phi, c'est x sur racine de x2 plus grand R2. Donc on intègre sur θ de 0 à 2π. Et finalement, on trouve E égale lambda grand R sur 2 epsilon 0, x sur racine de x2 plus r2 au cube, ou bien x2 plus r2 à la puissance 3,5 fois i. Et ceci, quel que soit x, donc vrai, même si x est négatif, mais E sera dans l'autre sens. Alors, graphe de EX, donc là on met donc le module de E, lambda R sur 2 epsilon 0 x sur x2 plus r2 3,5, module algébrique. Donc vous pouvez tracer l'allure en utilisant une application comme MATLAB par exemple. Voilà la forme. Vous pouvez vous amuser à chercher là où la dérivée s'annule pour trouver la position x0 où il y a un maximum de E. Il doit sûrement avoir un rapport avec le rayon grand R de la spire. Potentiel électrique sur l'axe d'une spire chargée. Alors, on a EM égale moins grade VM. Donc, sur l'axe OX, une seule variable, X. Donc, il n'y a pas de YZ dans l'expression de E.
Donc EM, c'est moins dérivée droite de V par rapport à X. Donc dVx sur dx égale moins EX. Donc Vx égale moins l'intégrale de EX dx plus V0. V0 une constante d'intégration. Donc Vx égale moins lambda R sur 2 epsilon 0. L'intégrale de x sur x2 plus R2 puissance 3 demi dx plus V0. Alors une primitive de x sur x2 plus grand R2, on a vu que c'était 1 sur racine de x2 plus R2. Là, la variable d'intégration, c'est x. Donc c'est moins lambda R sur 2 epsilon 0, moins 1 sur racine de x2 plus R2. Donc une primitive de x sur x2 plus R2, 3 demi, et moins 1 sur racine de x2 plus R2. Donc plus une constante V0. Donc là, je mets en forme Vx égale lambda sur 2 epsilon 0, R sur racine de x2 plus R2 plus V0. Alors, la constante, on regarde les conditions aux limites, l'infini. On suppose qu'il n'y a pas de charge à l'infini, donc Vx tend vers 0 lorsque x tend vers l'infini. Donc je regarde Vx, je fais tendre x vers l'infini. Le premier terme de l'expression de Vx tend vers 0. Donc V0 égale 0. Finalement, Vx égale lambda sur 2 epsilon 0, grand R sur racine de x2, plus grand R2. Alors l'allure de V, voilà, ça ressemble un peu à l'allure de V d'un disque chargé. À la place de lambda qu'on a ici, on avait sigma fois grand R. Donc lambda sur 2 epsilon 0. Et pour un disque, sigma grand R sur 2 epsilon 0. Donc presque même allure. On a toujours la continuité. Le champ E aussi est continu, parce qu'on ne traverse pas une surface chargée, mais on passe à travers une spire. Donc je rappelle que cette ressemblance vient du fait qu'un disque chargé, on peut le modéliser comme un ensemble de spires linéairement chargées de rayons petit r compris entre 0 et grand R. Voilà, je vous remercie. Donc la prochaine vidéo 3 sur 6, en fait c'est la dernière sur l'électrostatique, 3 sur 3. On va voir les distributions volumiques de charge. Donc cylindre chargé, sphère chargée, et on va faire appel au fameux théorème de Gauss.